Bonjour. En tant que professeur de SVT, je suis ravi de t'accompagner dans l'étude de ce chapitre fondamental de la physiologie humaine, la régulation du milieu intérieur. Ce cours est conçu pour te donner une vision claire, scientifique et structurée, indispensable pour réussir tes examens de Terminal D. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble comment notre corps réussit ce véritable exploit, maintenir une stabilité interne parfaite face à un monde extérieur qui, lui, change en permanence. Au programme de notre explication aujourd'hui, on commence par définir ce qu'est l'homéostasie, on plonge ensuite dans le fameux milieu intérieur, on fait un gros plan sur le fonctionnement de nos reins et on termine par les mécanismes de régulation hormonale. C'est parti! Première étape de notre parcours, l'introduction à l'homéostasie. Alors tout ça commence au milieu du 19e siècle, en 1855, avec un physiologiste français absolument génial, Claude Bernard. Imaginez un peu l'expérience. Il prélève le foie d'un animal bien nourri et le lave à grande eau, littéralement, jusqu'à ce que l'eau qui en ressorte soit parfaitement claire et ne contienne plus la moindre trace de sucre. Mais la surprise, c'est qu'il revient 24 heures plus tard et l'organe est de nouveau gorgé de sucre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça a prouvé de façon irréfutable que l'organisme possède ses propres mécanismes internes pour stocker et libérer des substances, comme le glucose. Il s'autorégule. Et cette idée de constance interne, c'est vraiment le cœur de la biologie. On appelle ça l'homéostasie. Ça vient du grec homoios pour semblable et stasis pour position. Mais attention, ce n'est pas du tout un état figé. Au contraire, c'est un équilibre super dynamique. C'est le résultat d'une bataille constante menée par tout un tas de mécanismes de régulation pour garder nos cellules en vie, peu importe les perturbations à l'extérieur. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, le milieu intérieur. Pour comprendre ce qu'on régule avec autant de précision, il faut savoir de quoi on parle. Le milieu intérieur, c'est en quelque sorte la piscine, le bain biologique nutritif dans lequel vivent nos cellules. Et ce n'est pas qu'un seul liquide. En fait, on a 3 compartiments en interaction constante. D'abord, le plasma sanguin, la partie liquide du sang qui fait office de système de transport. Ensuite, on a le liquide interstitiel ou lymphe interstitielle. Ça, c'est le vrai milieu de vie, le liquide qui remplit les espaces entre les cellules et qui permet les échanges directs. Et enfin, on a la lymphe canalisée, qui draine les surplus et les ramène vers le sang. Tout ce petit monde travaille ensemble pour maintenir une stabilité chimique incroyable. Et quand je dis stabilité, c'est du sérieux. Notre organisme travaille sans relâche pour maintenir 6 paramètres vitaux à des niveaux très stricts. Prenez la glycémie. Elle doit rester clouée autour d'1 gramme par litre. La température corporelle se maintient à 37 degrés. Le pH sanguin est verrouillé à 7,4. On ajoute à ça la pression osmotique, la pression artérielle et bien sûr l'équilibre hydrominéral qui gère au millimètre près nos entrées et sorties d'eau et de sels minéraux. Au moindre dérapage, le système déclenche l'alarme pour tout corriger. On passe au 3e point, le chef d'orchestre de cette purification, les reins. 1 million. C'est un chiffre fou, non? C'est tout simplement le nombre d'unités de filtration microscopique qu'on trouve dans un seul rein humain. On appelle ces structures des néphrons. Ils sont ultra complexes et c'est exactement à ce niveau microscopique que toute la magie du tri biologique s'opère. Si on suit le parcours du liquide dans l'un de ces néphrons, c'est organisé comme une véritable chaîne de montage. Le sang arrive d'abord dans le glomérule, un petit réseau capillaire caché dans la capsule de Bowman. Le liquide filtré voyage ensuite à travers le tube contourné proximal, il fait un grand plongeon dans la fameuse anse de Henle, remonte par le tube contourné distal et s'écoule pour finir dans le tube collecteur de Bellini. Chaque segment de cette usine microscopique a un job bien précis. Et pour comprendre comment ça marche, il suffit de jouer les détectives et de comparer les analyses du sang et de l'urine. Prenez les protéines, il y en a 80 grammes par litre dans le plasma, et pouf, 0 dans l'urine. Le glucose, 1 gramme par litre dans le sang et l'urine primitive, puis il disparaît totalement dans l'urine définitive. Par contre, si on regarde l'urée, qui est un déchet toxique, on passe de 0,3 g dans le sang à une concentration monstrueuse de 20 grammes par litre à la sortie. Ces chiffres nous racontent littéralement tout le mécanisme. L'absence de protéines dès le début, ça veut dire que le glomérule agit comme un filtre physique qui bloque les grosses molécules. Le glucose qui disparaît en route, ça prouve que les tubes l'ont récupéré. Ils ont fait une réabsorption pour que le corps ne perde pas cette énergie vitale. Et l'explosion du taux d'urée prouve sans aucun doute possible qu'il y a une sécrétion active. Le rein pompe les déchets pour s'en débarrasser. Ce qui nous amène à notre 4e et dernière partie, les mécanismes de régulation. Parce qu'en fait, les reins ne décident de rien tout seuls. Ce sont des opérateurs qui reçoivent des ordres stricts de nos centres de commandement hormonaux. Prenons l'exemple de la cascade de l'ADH, l'hormone antidiurétique. Imaginez que vous manquez d'eau, votre pression osmotique monte. Des petits capteurs dans votre cerveau au niveau de l'hypothalamus détectent l'urgence. Ils ordonnent à la glande post-hypophyse de libérer l'ADH. Cette hormone voyage dans le sang, va taper à la porte des tubes collecteurs de vos reins et les rend hyperperméables. Résultat, l'eau est massivement réabsorbée vers le sang, votre urine devient très concentrée et la crise est évitée.
À l'inverse, s'il y a une grosse chute de pression artérielle, c'est un autre système qui prend le contrôle, le SRAA ou système rénine-angiotensine-aldostérone. Là, c'est une vraie réaction en chaîne impliquant plusieurs organes. Le rein détecte la baisse de pression et sécrète une enzyme, la rénine. Ça lance la fabrication d'angiotensine 2 qui va finalement pousser les glandes corticosurrénales à relâcher de l'aldostérone. Et l'aldostérone donne un ordre simple au rein, récupère le sodium. Et comme l'eau suit toujours le sodium, le volume sanguin remonte et la pression avec. Quand on confronte ces deux messagers hormonaux, leur complémentarité est vraiment fascinante. L'ADH, qui vient du cerveau, cible le tube collecteur pour gérer spécifiquement l'eau pure. L'aldostérone, elle, vient des glandes situées juste au-dessus des reins et cible le tube distal pour réguler la récupération du sodium. C'est un vrai travail d'équipe. Alors, pour terminer cette explication, posez-vous cette question. Que se passe-t-il si un seul de ces microscopiques messagers échoue ? Eh bien, c'est là qu'on réalise la fragilité absolue de ce chef-d'œuvre de la biologie. Une seule hormone qui manque à l'appel et ça peut déclencher des pathologies très lourdes comme le diabète ou des insuffisances rénales sévères. La survie de notre corps tout entier dépend de ce dialogue silencieux et ininterrompu entre nos cellules. C'est quand même quelque chose d'incroyable à garder en tête la prochaine fois que vous boirez un simple verre d'eau. Merci de votre attention et à très bientôt pour la suite de notre programme